les hommes et les abeilles vivent en étroite relation. L'homme offre à l'abeille des soins et un abri. En contrepartie, l'abeille laisse à l'homme un peu de son miel et les bienfaits des produits de la ruche. Cet échange dure depuis des siècles. Ce qui rend cette relation si précieuse, c'est que l'abeille vit, récolte sa nourriture et produit ce dont elle a besoin sans qu'aucune perturbation ne soit infligée à la nature. Bien au contraire, elle pollinise et sème la vie chaque fois qu'elle se pose sur une fleur. Pourtant, depuis plus d'une décennie, une mortalité troublante des colonies d'abeilles durant l'automne et l'hiver inquiète les observateurs. Selon les spécialistes, plusieurs facteurs détermineraient la disparition des colonies d'abeilles. Le varroa destructor, qui parasite les ruchers en faisant naître leur progéniture dans les cellules des larves d'abeilles. Le varroa est un acarien originaire d'Asie. Il est arrivé en Europe il y a près de 30 ans. Pour se nourrir, les femelles varroa sucent l'hémolymphe, le sang des abeilles. En se développant dans la ruche, les varroa peuvent, si l'apiculteur n'est pas vigilant, conduire une belle colonie à la mort. Le varroa destructor transmet des virus aux abeilles. Aujourd'hui, les scientifiques ont identifié plus de 20 virus pouvant perturber la vie des abeilles. Le plus visible pour les apiculteurs est probablement le virus des ailes déformées. Pour l'apiculteur, l'identification d'abeilles ayant les ailes atrophiées indique que la charge en virus est importante dans la ruche et que si rien n'est fait, elle mourra. Tiens, une déformée là. Ouais. Elle est descendue un peu plus bas. Pour les apiculteurs et les scientifiques, la transformation lente de notre environnement est un facteur qui perturbe également la vie des abeilles. Au suivant. En effet, depuis le milieu du XXe siècle, nos paysages ont beaucoup évolué. L'urbanisation et les remembrements agricoles ont éliminé les milieux comme les haies, les ruisseaux et les bocages. Cette diversité de biotopes offre à nos abeilles une floraison panachée tout au long de l'année et leur garantit un bol alimentaire varié. On remarque depuis une vingtaine d'années une modification quand même assez radicale dans les pratiques agricoles, notamment sur la conduite des prairies. Et on voit de plus en plus de prairies artificielles qui réduisent considérablement l'alimentation des abeilles au printemps et à l'automne. Et cette évolution des pratiques agricoles est assez néfaste pour, d'une part, la production de miel, puisqu'on fait quasiment plus de miel de prairie, on fait que du miel de forêt, on fait du miel de tilleul, de châtaignier, de forêt de montagne, mais également à l'automne, parce que ces prairies qui avaient une grande diversité végétale permettaient une refloraison, et donc aux abeilles de pouvoir refaire leur stock hivernal. Voilà. Aujourd'hui, dans bien des régions, les monocultures ont remplacé les prairies fleuries. Malgré les efforts que réalisent les agriculteurs pour rétablir la biodiversité de nos campagnes, les abeilles manqueraient de diversité dans leur alimentation, ce qui pourrait les affaiblir aux portes de l'hiver. Dans nos campagnes, les pratiques agricoles ont beaucoup évolué. Les exploitations se sont agrandies, intensifiées et spécialisées selon les régions. Pour garantir la production des monocultures, les agriculteurs utilisent des pesticides. Les produits couramment utilisés sont les fongicides, qui ralentissent la prolifération des maladies cryptogamiques, les herbicides, qui permettent de limiter la concurrence des cultures avec les autres plantes, les réducteurs de croissance, qui sont utilisés surtout dans la culture céréalière pour limiter la hauteur des chaumes, et enfin les insecticides, qui servent à lutter contre les insectes ravageurs. Si vous voulez assurer une production, si vous voulez assurer aussi un revenu, il est nécessaire dans certains cas d'intervenir avec des produits de traitement. Mais cette utilisation de produits de traitement est extrêmement contrôlée, balisée. On ne traite pas n'importe comment, on ne traite pas contre n'importe quoi. Et on ne traite pas n'importe quand.
Donc les doses des produits sont définies, les conditions, les critères d'application sont précisés et les moments où on peut traiter sont aussi définis avec beaucoup de précision, justement pour éviter des conséquences négatives, par exemple sur les abeilles, mais aussi sur les eaux, mais aussi sur les cultures qui sont aux alentours. Selon les conclusions de certains chercheurs, ces pesticides peuvent s'additionner dans le miel et le pollen qui servent de nourriture aux abeilles et provoquer des effets sublétaux qui les perturberaient. Ce cumul de pesticides dans les ruches serait, par exemple, un facteur aggravant de la prolifération des virus chez les abeilles. Les insecticides peuvent également être la cause d'intoxication sur les abeilles et font beaucoup parler d'eux. Dans la famille des insecticides, ce sont les néonicotinoïdes que de nombreux apiculteurs suspectent de causer des ravages. Les néonicotinoïdes sont des insecticides systémiques, c'est-à-dire qui entrent dans la plante et la protègent des ravageurs par l'intérieur. Ces insecticides se dégradent lentement dans le sol et, selon certaines observations, les cultures qui suivent les cultures traitées pourraient remobiliser les molécules de néonicotinoïdes présentes dans les sols. Fait inquiétant, les apiculteurs et les scientifiques observent que ces facteurs qui influencent la mort de nos abeilles n'agissent pas seuls, mais au contraire se combinent en additionnant leurs effets nuisibles sur la vie des abeilles. Une intoxication à partir de produits pesticides peut prendre différentes formes et donc différents symptômes. On peut observer sur des ruchers qui sont touchés des troubles du comportement, des mortalités devant la ruche ou dans la ruche, ou bien des dépopulations, c'est-à-dire que les abeilles qui sont parties butiner ne reviennent pas à la colonie. Une équipe d'apiculteurs et de chercheurs franco-suisses s'est regroupée sous la bannière d'Interreg 4, France-Suisse, afin de travailler sur un programme de recherche de 3 ans. Leur objectif est de mieux comprendre les influences de notre environnement agricole sur la vie des abeilles. Les réglementations agricoles suisses et européennes incitent les agriculteurs à semer des cultures intercalaires après la récolte de céréales. Entre deux cultures principales, comme on dit, l'utilisation des surfaces, mais ça va dépendre de ces cultures. Si par exemple je prends le cas du blé, donc récolté on va dire fin juillet pour prendre un exemple, si derrière je mets une orge semée fin septembre, là j'ai 2 mois, peut-être qu'il y a quelque chose à faire. Mais si je mets un maïs qui sera mis en place au printemps prochain, là c'est sûr qu'il y a vraiment une bonne plage de temps. Si par contre je mets un colza qui sèmerait fin août, disons, là j'ai moins de marge, peut-être ça me suffira pour déchaumer, préparer le terrain, puis semer mon colza. Mais si j'ai du temps, alors là je peux mettre en place ce qu'on appelle une culture intercalaire, qui peut être utilisée pour nourrir le bétail, hein. Là on parle de dérobé par exemple. Si on ne l'utilise pas, on parlerait plus volontiers d'engrais verts, qui a des avantages agronomiques. Culture dérobée, il y a différents intérêts. Intérêt agronomique pour l'agriculteur et intérêt en termes de piégeage d'azote. Donc c'est pour ça qu'ils sont aujourd'hui obligatoires sur les zones vulnérables aux nitrates. Donc à la fois, en plus de capter l'azote, ça permet de protéger le sol pendant l'hiver. Ça permet de restructurer le sol par l'action des racines des différents couverts. Et ça peut également permettre de capter des éléments nutritifs pour les plantes, donc azote, phosphore, potasse, etc. et qui pourront être disponibles pour la culture suivante l'année d'après. Pour atteindre ces objectifs, les agriculteurs utilisent parfois de la facélie, une plante mellifère annuelle, ou alors, comme en Savoie, sous l'impulsion des apiculteurs, ce sont des cultures polliniques formées de plantes diverses qui sont mises en terre. Sur un plan apicole, on a fait le choix délibéré d'installer également plusieurs cultures, plusieurs espèces différentes dans cette culture-là. Et en particulier, le choix de la facélie et de la moutarde ont tout de suite été importants parce que ces deux plantes ont un taux de protéines dans les pollens qui est au-delà de 20%.
Or, on sait que pour fabriquer des abeilles d'hiver les plus longévives possibles, il faut qu'elles soient nourries avec un pollen très riche en protéines. Donc on a fait ce choix-là au départ. Ensuite, il s'est avéré que le tournesol présentait également une attractivité importante pour les abeilles, notamment en nectar, un petit peu en pollen, mais surtout en nectar. Donc ça permettait également de reconstituer éventuellement des réserves hivernales en miel dans les colonies. Pour notre groupe de chercheurs, le contexte est posé. Des colonies d'abeilles qui se préparent à passer l'hiver, des cultures intercalaires à floraison tardive qui offrent aux butineuses une nourriture abondante aux portes de l'hiver, un contexte agricole dans lequel des pesticides ont été utilisés sur les cultures de céréales. On avait deux hypothèses. La première hypothèse, c'était que le butinage en arrière-saison affaiblissait nos colonies. Ça, c'est la première hypothèse. La deuxième hypothèse, c'est quels sont les produits chimiques qu'on va retrouver dans ces abeilles mortes, dans ce pollen, dans ces plantes, dans les fleurs, dans le nectar. Voilà. Et puis, en fonction de ce qu'on va trouver, et puis de la force de la colonie qu'on va retrouver au printemps, on va faire une corrélation pour savoir, mais est-ce que cette colonie, comment elle se porte par rapport à une autre, du moment qu'elle a butiné en arrière-saison. Et puis, comment ces produits ont influencé la force de la colonie. Pour le groupe de travail, il s'agit donc de mieux comprendre l'influence du butinage tardif sur la vie des abeilles. Deux hypothèses contradictoires se confrontent. Pour les apiculteurs suisses, le butinage des abeilles sur les cultures intercalaires à floraison tardive épuise prématurément les abeilles qui doivent passer l'hiver. Il serait donc négatif pour les colonies. Au contraire, pour les apiculteurs français, il permettrait de renforcer les colonies durant une période où l'environnement est pauvre en nourriture pour les abeilles. Il serait donc positif pour les colonies. Avec cette étude, le groupe de travail devra également déterminer si des traces de pesticides sont encore présentes dans la nourriture récoltée par les abeilles sur les cultures intercalaires. Pour cela, 3 sites d'études ont été choisis. Le premier se situe dans le Jura suisse et est suivi par la Fondation rurale interjurassienne. Le deuxième se trouve en Savoie et est géré par l'Institut des sciences de l'environnement et des territoires d'Annecy. Le troisième se trouve sur la côte Saint-André, en Isère, et c'est l'ADARA, l'Association pour le développement de l'apiculture rhône-alpine, qui s'en occupe. Le centre de recherche Agroscope Liebefeld de la Confédération suisse accompagne ce projet en apportant son soutien scientifique. L'environnement agricole varie d'une région à l'autre. La Joie se caractérise par un patchwork de plusieurs cultures de céréales, maïs, betteraves, etc., et la forêt borde les cultures et les cordons de prairies. À Poisy, l'activité agricole est de la polyculture avec de l'élevage de bétail. La côte Saint-André, en Isère, est une longue plaine de culture intensive. Les champs de maïs, de céréales, de colza et de tournesol alternent avec des exploitations d'élevage de bétail. Sur chacun de ces sites, un rucher de 30 ruches homogènes a été constitué. Pour limiter les contacts avec des pesticides, ces 30 ruches ont été placées dans un environnement non cultivé. Soignées et nourries après la saison apicole, elles sont bien développées et homogènes. À chaque printemps, les cadres de cire qui composent l'habitat des abeilles sont remplacés par des cires gaufrées. La cire de ces nouveaux cadres a été analysée pour être sûr qu'elle ne contienne pas de produits chimiques qui pourraient perturber l'expérimentation. Lorsque les parcelles de culture dérobées sont en fleurs, le rucher est divisé en 3 groupes de 10 colonies. Les ruches sont visitées et pesées afin d'en connaître la population et le poids au début de l'expérimentation. Ce contrôle sera également effectué en fin d'automne lorsque l'essai sera terminé et il sera reconduit au printemps, ce qui permettra d'évaluer comment les abeilles auront passé l'hiver. Compter des abeilles et du couvain sur un cadre n'est pas facile, mais nos experts utilisent une méthode mise au point par les chercheurs du Liebefeld. Elle consiste à diviser le cadre que l'on compte en petits carrés, ce qui permet, avec un peu d'habitude, d'être rapide et précis. Pour ce faire, les apiculteurs du programme utilisent un cadre sur lequel des fils ont été tendus,
Ainsi, ils peuvent compter le nombre d'abeilles et la surface de couvain operculé et non operculé. 600, 500. L'état des lieux effectué, l'expérimentation peut commencer. Alors ici, pour la partie suisse, en Ajoie, on a 3 sites. Un site que l'on décrit comme rucher témoin, c'est un rucher dans lequel les abeilles n'ont pas accès à des surfaces de facélie. Un deuxième site dans lequel on a des cultures de facélie, des facélies qui se poussent sur des terrains biologiques, c'est-à-dire qui n'ont jamais été traités avec un néonicotinoïde. Et le troisième site, c'est des champs de facélie qui poussent, elles, sur du terrain où la culture précédente avait été traitée avec un néonicotinoïde. Les deux groupes de 10 colonies sont déplacés sur les cultures intercalaires. Le premier est placé sur le champ numéro 1. La culture intercalaire qui a été semée sur cette parcelle pousse juste après une culture de céréales qui a été traitée avec des néonicotinoïdes. Le second est placé sur le champ numéro 2. Isolée des autres groupes, cette culture intercalaire suit une culture qui, elle, n'a pas été traitée. Cette dernière parcelle doit donc, en principe, ne pas contenir de molécules chimiques provenant de néonicotinoïdes. Pour connaître le niveau d'exposition de ces surfaces aux pesticides, des échantillons de terre, de plantes de céréales et de cultures intercalaires sont prélevés pour être analysés. Le troisième groupe de ruches reste à l'emplacement de base. Il sert de rucher témoin, c'est-à-dire qu'il permet aux chercheurs d'évaluer les différences d'évolution entre les ruches placées sur les cultures intercalaires et les ruches qui sont restées à l'écart. Les ruches restent sur les cultures intercalaires tout le mois d'octobre. Les ruchers sont régulièrement visités et différents paramètres sont observés, mesurés, puis comparés. Pour le groupe de travail, il y a une première question fondamentale à laquelle il faut répondre. Est-ce que les abeilles butinent sur les cultures intercalaires? Pour répondre à cette question, un dispositif particulier a été mis en place. Dans les cultures, les chercheurs ont construit des cadres délimitant 1 mètre carré de fleurs. Tous les 3 ou 4 jours, ils comptent les abeilles venant butiner sur cette surface. À partir de ces informations, ils pourront déterminer l'intensité de vol sur les cultures intercalaires polliniques. En récoltant des abeilles mortes et en les analysant, les experts peuvent savoir avec certitude si les abeilles d'une ruche ont été intoxiquées par un neurotoxique. Pour cela, des chercheurs ont mis au point des trappes à abeilles mortes baptisées under basket, que l'on place devant l'entrée des ruches. Ce sont des trappes de ce type que nos chercheurs du programme Culture intercalaire à floraison tardive ont mis en place. Les trappes à abeilles mortes, under basket, permettent de récolter les butineuses qui meurent près du trou, ainsi que les cadavres expulsés par les abeilles chargées du nettoyage de la ruche. Pour éviter que les prédateurs, comme par exemple les oiseaux ou les guêpes, vident la trappe, un grillage métallique recouvre le bac. Les abeilles tombées dans la trappe sont récoltées et comptées tous les 2 à 3 jours. Grâce à ces observations, les chercheurs peuvent déterminer très facilement si le nombre d'abeilles mortes augmente lorsque celles-ci butinent sur les cultures intercalaires. Des échantillons d'abeilles mortes sont prélevés lors des comptages. Ils seront analysés en laboratoire afin de pouvoir définir si les abeilles sont mortes par une intoxication aux néonicotinoïdes. Le pollen que les abeilles récoltent est aussi une source d'information pour les chercheurs. En effet, on peut imaginer que, lorsqu'une plante est traitée avec un insecticide systémique du genre néonicotinoïde, les molécules chimiques qui entrent dans la plante se retrouvent également dans les pollens. Dès lors, les abeilles qui butinent peuvent s'intoxiquer ou ramènent des doses d'insecticides sublétales dans la ruche, ce qui peut la contaminer. Contrairement à ce qui est souvent exprimé par l'imaginaire populaire,
Les abeilles ne récoltent pas le pollen pour faire du miel, mais, riche en protéines, il est un composant essentiel de leur nourriture et surtout de la nourriture des jeunes larves. On comprend dès lors pourquoi il est si important que le pollen des fleurs ne contienne pas de pesticides. Mais pour nos chercheurs, la question est plus complexe. Ils doivent déterminer si, dans les pollens récoltés par les abeilles sur les cultures intercalaires non traitées, on trouve des traces de néonicotinoïdes. C'est-à-dire, est-ce que les résidus de pesticides potentiellement présents dans le sol peuvent être remobilisés par les plantes qui poussent sans avoir été traitées? Le pollen se trouve sous deux formes dans la ruche. Les pelotes de pollen que les abeilles transportent sur leurs pattes et le pain d'abeille. Lorsque les abeilles butinent les fleurs, le pollen se dépose sur les poils de leur corps. Grâce aux brosses à pollen situées sur leurs pattes antérieures, elles regroupent ce pollen dans de petites corbeilles, formant ainsi des pelotes que l'on appelle pollen frais et qu'elles amènent à la ruche. Pour les chercheurs, il est facile de récolter du pollen frais. Pour ce faire, ils utilisent des trappes qui obligent les abeilles à passer par de petits trous de 5 mm. Au passage, les pelotes se décrochent et tombent dans un tiroir. Dès lors, le pollen frais peut être récupéré. Lorsque les trappes ne sont pas posées, les abeilles entrent dans la ruche avec leur récolte et la déchargent. Elles la tassent dans les alvéoles de cire avec leur tête. Au passage, elles l'additionnent d'un peu de miel, ce qui améliore sa condition de conservation. Dès lors, le pollen devient du pain d'abeille et les abeilles nourricières pourront en disposer pour leurs larves. Pour récolter le pain d'abeille, les scientifiques doivent découper un petit bout d'un cadre qui sera analysé. Pour s'assurer que ce soit bien le pollen récolté sur les cultures intercalaires, ils cherchent le pollen bleu qui provient à coup sûr des facélies présentes dans les cultures intercalaires. Le pollen frais récolté est pesé, mis en sachet, étiqueté, puis immédiatement congelé à moins 20 degrés centigrades. Il sera par la suite utilisé pour effectuer les analyses toxicologiques. Des échantillons représentatifs du pollen frais sont séchés à une température de 40 degrés centigrades pendant 12 heures. Ce pollen servira à déterminer les différentes origines botaniques, c'est-à-dire les plantes que les abeilles ont butinées. Le miel rentre également dans le régime alimentaire des abeilles. Si le pollen leur fournit les protéines, le miel leur fournit le sucre, soit l'énergie nécessaire pour remplir leurs tâches. Pour fabriquer le miel, les abeilles récoltent le nectar des fleurs et le miel des pucerons. Pour nos scientifiques, il est dès lors important de savoir si le nectar récolté sur les cultures intercalaires contient des traces de pesticides. Comme pour le pain d'abeille, ils profitent d'une visite pour récolter des échantillons. Les abeilles s'agitent, mais dès que la ruche est refermée, le calme revient. Avec les premières gelées d'automne, les cultures intercalaires perdent de leur vigueur et progressivement se fanent. L'essai peut prendre fin. Les abeilles sont une dernière fois comptées et pesées, et l'ensemble des ruches est à nouveau regroupé sur l'emplacement témoin. Plus tard, lorsque les reines auront arrêté de pondre, les ruches seront traitées contre le varroa. Nourries et débarrassées de leurs parasites, les abeilles seront en bonne condition pour passer l'hiver. Les comptages du printemps permettront aux chercheurs d'évaluer l'impact de l'essai sur la mortalité hivernale. Pour le groupe de travail, il s'agit maintenant de préparer les échantillons pour l'expédition au laboratoire. Les sachets sont sortis des congélateurs, le matériel récolté est pesé en fonction des besoins et préparé pour l'expédition. Voilà, on est ici dans le laboratoire de l'école d'agriculture de Courtemelon, de la Fondation rurale interjurassienne. On a
trier aujourd'hui tous les éléments qu'on a prélevés pendant la saison, c'est-à-dire de la terre, des plantes, du pollen, du pain d'abeille, des abeilles, et puis des plantes de facélie aussi, mais il y avait aussi des plantes d'orge. Donc on va trier tout ça, on va préparer des lots pour les envoyer au laboratoire, et pour pouvoir envoyer ça au laboratoire, eh bien, il faut les peser, il faut faire des lots par date, par parcelle, etc. Alors, le laboratoire, le but ou le mandat qu'ils auront, c'est de retrouver des traces de pesticides. C'est 5 molécules qu'on va chercher dans 6 différents éléments. À ce stade, il est important de ne pas croiser les échantillons. Discipline et rigueur sont de partout. Les échantillons des différentes régions sont expédiés dans des laboratoires de référence. Pour que les laborantins ne soient pas influencés par l'origine des échantillons, ils portent un code de référence qui n'est connu que des chercheurs. Durant les 3 années d'essai, les chercheurs ont constaté que les conditions météo étaient très contrastées. En effet, d'une année à l'autre, le climat au printemps et à l'arrière-automne peut connaître d'importantes variations de température, de pluviométrie et d'ensoleillement, ce qui influence de manière déterminante le butinage, le développement des colonies et leur force à la sortie de l'hiver. Par contre, dans chaque région, on a constaté par l'intensité de vol dans les parcelles que les abeilles butinent sur les cultures intercalaires. Cette observation a été confirmée par l'analyse palynologique du pollen récolté à l'entrée des ruches. Ces observations montrent que même dans un environnement diversifié, les abeilles profitent des cultures intercalaires pour compléter leur récolte. Disposer de cultures intercalaires avec une diversité de floraison peut donc varier la nourriture des abeilles et avoir un effet positif. Certaines études récentes montreraient que le cocktail, résidu de pesticides et manque de diversité en pollen, peut affaiblir les ruches. Durant l'essai, le poids des colonies reste en général constant ou diminue légèrement. En effet, ces cultures intercalaires n'ont pas permis aux abeilles de stocker de grandes quantités de nectar ou de pollen supplémentaires. Alors effectivement, on était parti dans notre première hypothèse que c'était pas bon pour l'abeille qu'elles aillent butiner en arrière-saison. On voulait des abeilles d'hiver qui passent tranquilles, peinards dans leur ruche leur hiver et qu'on les retrouve au printemps. Donc notre première approche c'était sortir de la ruche, ça les épuise et la ruche va disparaître. On se rend compte, avec 3 années d'essai maintenant, que le résultat, il est quand même pas si négatif que ça. Nos abeilles sont là au printemps. On a eu des pertes, c'est vrai, mais des pertes relativement normales, avec une conduite de ruche normale, assez attentive, c'est vrai, mais quand même normale, et nos ruches étaient là. Durant la période de floraison des cultures intercalaires, les abeilles qui butinent semblent subir une mortalité plus élevée au trou de vol, probablement parce qu'elles butinent plus intensément. Par contre, cette mortalité semble passagère et ne pas influencer les pertes hivernales. Les chercheurs n'ont pas observé d'effets clairs, positifs ou négatifs des cultures intercalaires sur le développement des colonies d'abeilles. Par contre, le butinage sur culture intercalaire semée sur une parcelle dont le précédent cultural n'a pas été traité avec un néonicotinoïde semble avoir un effet bénéfique sur les colonies. En ce qui concerne les pesticides néonicotinoïdes, les analyses révèlent leur présence dans le sol, les plantes et dans certains échantillons prélevés dans les ruches. Chose surprenante, les analyses ont permis d'observer la présence de ces molécules même sur des surfaces qui n'avaient pas été traitées. Même si les quantités sont faibles, ces substances peuvent donc se retrouver partout, indépendamment du mode d'exploitation des parcelles. Les analyses qui ont été faites démontrent clairement que les néonicotinoïdes sont en partie assimilés par les plantes utilisées en culture intercalaire. Des résidus de pesticides peuvent ensuite être présents, à de faibles teneurs, dans le pollen que les abeilles rapportent à la ruche.
Dans ces situations, les cultures intercalaires polliniques augmentent le risque de contamination de la colonie par des neurotoxiques, même si l'impact sur la colonie est difficilement mesurable. Deux hypothèses contradictoires se confrontaient. Pour les apiculteurs suisses, le butinage des abeilles sur les cultures intercalaires à floraison tardive avait un effet négatif sur les colonies. Au contraire, pour les apiculteurs français, il avait un effet positif sur les colonies. Le projet Interreg, culture intercalaire à floraison tardive, montre que le butinage automnal d'une culture dérobée fleurie n'influence pas la capacité d'une ruche à passer l'hiver. Les analyses réalisées durant ces essais confirment que les néonicotinoïdes, provenant de cultures antécédentes ou adjacentes, peuvent se retrouver dans le sol et être assimilés par les plantes utilisées en engrais verts. L'utilisation d'un engrais vert peut donc augmenter le risque d'exposition de la colonie à ces neurotoxiques. Une culture intercalaire à floraison tardive semée dans le but de diversifier le bol alimentaire des abeilles devrait donc être semée sur des champs cultivés sans néonicotinoïdes, afin de limiter le risque de contamination des insectes pollinisateurs. Mais pour nos chercheurs, le projet culture intercalaire à floraison tardive a également permis de mettre en évidence l'importance du dialogue et de la collaboration qui doit unir les agriculteurs et les apiculteurs. Quelle que soit la manière de conduire les cultures, les abeilles sont des alliés indispensables. Agriculteurs et apiculteurs doivent travailler ensemble. Ainsi, ils parviendront à maintenir durablement la biodiversité de notre environnement agricole.